Bienvenue Hicham Ait maintenant. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. Je rappelle que vous êtes homme d'affaires, président du club de foot de Mohamedia, du Chabab de Mohamedia pour être complet, et coordinateur régional du RNI. On va parler de foot, de Rivaldo. Oui. C'est ce qui fait l'actu, qui a fait l'actu. Moi, je préfère déjà parler de foot. Bon, Rivaldo, c'est pas le plus important dans le foot, mais bon, c'est l'actualité. Oui, c'est l'actualité. C'est vrai que ça a buzzé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Et où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce que Alors, écoutez, ça en est par rapport au premier buzz que ça a fait. Bon, on a eu une deuxième réunion avec qui a eu 3 jours après le buzz. C'était avec l'agent de Rivaldo à Barcelone. C'était quoi la semaine? C'était le dimanche dernier. Voilà, ça fait exactement aujourd'hui 8 jours. Donc là où on a parlé plus chiffres et tout ça. Donc bon. Chiffres, c'est-à-dire sous, argent, monnaie? Oui, argent, monnaie, durée, il n'y a pas... parce qu'on n'avait pas du tout évoqué ce volet en premier, parce que le plus important pour lui, d'abord, au début, c'était de voir est-ce que l'idée l'emballait, est-ce que le club l'intéressait, est-ce que le programme qui est prévu pour le club adhérait à sa vision. Donc c'est la première partie, c'est pour ça qu'il avait dit qu'il était emballé, excité par ce défi, ce challenge. Bon, après, tout ce qui était technique, c'est pas lui, c'était son manager, qui était là lors de la première réunion. Donc dernière rencontre avec le manager. Avec le manager, c'était dimanche dernier à Barcelone. C'était dimanche dernier. Donc tout ça est toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Bon, rien n'est encore définitif. Oui. Mais les discussions sont toujours en cours et je pense que dans une quinzaine de jours, on sera plus fixé sur les phases à venir. Dans 15 jours, c'est à peu près ça correspond un peu avec la date de la Saint-Valentin? Oui, avec la Saint-Valentin ou avec mon anniversaire, comme vous voulez. Avec votre anniversaire. Vous êtes né le 12, vous, février, c'est ça? La Saint-Valentin, c'est le 14. C'est-à-dire qu'on sera fixé, grosso modo, entre le 12, 13, 14 février. Voilà. Et Rivaldo viendra. Il viendra pas. S'il vient, dans quelles conditions il va venir et tout Mais ça. quand il y a eu ce buzz, en fait, on ne pensait pas qu'il y aurait tout ce buzz. Hein, non, mais voilà, justement, par rapport à ce buzz qu'il y a eu, est-ce que c'est, quand vous dites, on ne s'y attendait pas, c'est-à-dire que c'est une information mais c'est une information comme ça qui a fuité, Elle n'a pas fuité, parce que bon, la photo a été prise par un journaliste qui était avec nous, qui nous accompagnait, qui me l'a envoyé, qui l'a envoyé à notre journaliste. Le 360 nous a appelés. Bon, ça y est, après, c'était le buzz. D'accord, c'est comme ça que ça s'est... C'est comme ça. C'était où, à Tanger? C'était à Tanger. En fait, contrairement à ce qui a été dit, ça n'a jamais été à Marrakech, c'était à Tanger. Rivaldo n'était pas invité de la FIFA. Donc il était pas invité à la FIFA à Marrakech, mais il était invité par qui à Tanger? Il était invité par le Wali de Tanger pour mettre des médailles. Ils ont remis des médailles. Il y avait une journée sportive à Tanger où il y avait des internationaux étrangers et marocains. Dont Rivaldo. Et dont Hicham Ait maintenant, parce que vous étiez également là. En fait, moi, j'avais rendez-vous avec Rivaldo. Ah, vous aviez rendez-vous avec Rivaldo? J'avais rendez-vous. C'est-à-dire que vous êtes connecté avec Rivaldo depuis combien de temps? La première connexion, j'ai cherché à la voir, je pense que c'était au mois d'octobre. 2018. La première fois que je l'ai vu avec son manager, c'était au mois de novembre. Il était venu pour participer au match de gala de Laayoune. Pour la marche verte, c'était là. Donc je l'avais vu à Marrakech et à Laayoune. Et depuis, on est resté en contact à travers son agent et à travers un agent marocain que j'ai mis sur le dossier. Et on s'était fixé rendez-vous, normalement en janvier, où on pensait il m'avait dit, d'après l'agent, c'est que normalement on devrait se retrouver à Abu Dhabi, mais finalement c'était à Tanger. Ça s'est fait à Tanger plutôt qu'à Abu Dhabi. Voilà. Mais est-ce que vous regrettez aujourd'hui, avec un peu de recul, Hicham Ait maintenant, le fait que ça a buzzé comme ça sur les réseaux sociaux, que tout est sorti, avant même que ce soit signé? Honnêtement, je pense que oui. Parce que ce qui me fait peur, c'est que ce buzz, est-ce que ça pouvait être un élément qui pouvait perturber... Contre-productif, en fait. Contre-productif, oui. Ouais, vous considérez, vous, qu'aujourd'hui, c'est... Je pense que oui. Je pense que c'est contre-productif pour les négociations qu'on a avec... parce que et lui et nous, on s'est retrouvés un peu en porte-à-faux.
Oui, et puis devant le fait accompli, où il fallait aussi réagir c'est-à-dire pour que les sollicitations des médias et de la presse. Pour lui, il s'est retrouvé avec, vous savez, son fils l'a appelé pour lui dire est-ce que tu as signé sans me le dire. Voilà, pour vous dire à quel point ça a buzzé. Et maintenant, il s'est retrouvé avec ses sponsors. Est-ce qu'il avait signé quelque chose sans les prévenir? Pour nous aussi, c'est contre-productif parce que d'un côté, si on ne signe pas avec lui, on est un peu, mal. On va se dire, allez, est-ce que c'était pas un coup de bluff? Est-ce que c'est pas un coup de bluff? De critique aussi, de dire oui, Hicham Aït-Mena, il a voulu faire un buzz. En fait, ça se traduit par un bad buzz. Donc non, vous avez. Je pense pas qu'on ira à ce point. Donc ça veut dire qu'Hicham Aït-Mena est pessimiste pour l'arrivée et la venue de Rivaldo en Chebab Mohamedia, c'est ça? On est assez confiant. Parce que lui, effectivement, quand il a communiqué sur son compte Instagram, en réaction au buzz... Sur son compte Instagram, il n'a pas dit le contraire de ce que j'avais dit. Il avait dit que... je remercie le président, c'est-à-dire qu'il vous remercie. Mais en même temps, il rappelle que pour l'instant, il n'est pas entraîneur. Il n'est pas encore entraîneur. De toute façon, c'est ce qu'on avait communiqué nous-mêmes. C'est qu'il y avait certaines conditions. Parmi ces conditions, c'est qu'il devienne entraîneur. Et que nous-mêmes, on puisse accéder à la deuxième division. C'est deux conditions. Vous confirmez ces deux conditions. Que Rivaldo devienne entraîneur, obtienne son diplôme normal, pour le mois de mars. De toutes les manières, même la fédération n'aurait pas pu le qualifier sans un diplôme. Et deux, l'accession de Chebab Mohamedia, qui est premier d'ailleurs actuellement. On est encore premier aujourd'hui, moins premier qu'hier, mais on est toujours premier. Donc vous êtes bien parti pour un... bien parti, on ne peut pas le dire encore. Il reste encore 13 matchs, donc il reste 42 points à prendre. Juste pour vous dire, le premier a 33 points. Donc il reste encore plus de points à prendre que ceux qu'on a pris en 17 matchs. Mais donc ça veut dire que, parce que quand vous dites, on sera fixé dans 15 jours, c'est-à-dire à peu près mi-février. C'est-à-dire qu'on sera fixé sur les termes du contrat, sur sa venue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Hicham Aït-Mena, les journalistes, on est toujours un peu pour la gratter. On dit voilà, en fait, aujourd'hui, ce qui est sur la table, ce qui est sur la table, c'est le montant de sa venue, l'aspect purement matériel. Parce qu'il y a une étape avant qu'il vienne. Cette étape-là pourrait démarrer avant, c'est-à-dire en tant que conseiller technique en attendant. D'accord, donc avant de devenir entraîneur. Et celle-là ne serait pas liée au fait d'être en deuxième division. Et le fait aussi qu'il obtient son diplôme d'entraîneur au mois de mars, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc conseiller technique du Chebab Mohamedia, on sera fixé... Pour être conseiller technique, le temps que les deux conditions se réalisent. D'accord, donc la perspective de... Voilà. En tout cas, fixer le... C'est-à-dire, par exemple, si on ne monte pas cette année... Oui. Voilà. Donc, d'accord, j'ai bien compris. Mais Rivaldo, c'est quand même un super coup. Oui, je pense. Pour le Chebab Mohamedia. En fait, je vous explique. On n'était pas en discussion qu'avec Rivaldo. On avait cherché pas mal d'entraîneurs étrangers. Mais ça veut dire quoi, Hicham Aït-Mena, c'est quoi? Ça va être le Bernard Tapie du Maroc? Pourquoi le Bernard Tapie du Maroc? C'est-à-dire que celui qui, à un moment, aussi donne une autre dimension. Vous savez, Bernard Tapie, c'était... parce que je dis ça parce que, homme d'affaires, vous avez des points communs. Il est homme d'affaires, vous êtes homme d'affaires. Oui, peut-être. Il s'est engagé en politique, vous êtes engagé aussi en politique. Et il a pris un club de foot qui, en l'occurrence, était Marseille. En disant, voilà, c'est une des plus grandes villes françaises. Donc... c'est un peu dans le désordre, mais c'est ça. Voilà, mais je veux dire, il y a quand même des points communs. Donc ça veut dire que vous nourrissez aussi d'énormes ambitions pour le Chebab Mohamedia. Ah oui. Là-dessus, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est clair. Ça, c'est vrai que peut-être que les ambitions qu'on nourrit sont peut-être trop grandes pour le Chebab, comme diraient d'autres personnes. Mais en tout cas, on a la prétention de faire de ce club ce qu'il était, le meilleur club. C'est-à-dire ce qu'il était, je crois qu'en 1980, c'est l'année où il a été champion du Maroc. On était champion, on était en 75, on a eu la coupe, on a gagné la Coupe du Trône. Disons que pendant toute cette période-là des années 70, début des années 80, le Chebab était un acteur important du championnat national. Ça veut dire que pour vous dire, la seule Coupe d'Afrique que le Maroc a gagnée, sur la feuille de match, il y avait 5 joueurs du Chebab. Donc il y avait toujours l'empreinte du... Je ne sais pas si vous avez, si c'est possible d'imaginer que l'équipe nationale, son épine dorsale était le Chebab. Ça c'est dans les années 80. Mais dans les années 70. Mais où? Parce que je rappelle que vous êtes un enfant de Mohamedia. Oui, je suis un enfant de Mohamedia, je suis un enfant de Fdallah, de Mohamedia, du Chebab. Votre papa a présidé le club aussi de foot? Mon papa a présidé le club avant ma naissance, et à ma naissance, mon père était président du Chebab. Donc au début des années 70. Voilà. Mais donc ça veut dire quoi, Hicham Aït-Mena, c'est quoi? C'est aussi une affaire de cœur, une affaire aussi de famille, ce club. Écoutez, il y a des personnes qui disent c'est au nom du père, c'est vrai,
quelque part, je peux vous dire que il n'a pas trop aimé comment le foot a évolué, mais disons que j'ai toujours les Chababistes savent que j'ai toujours supporté qu'un seul club au Maroc, c'était le Chabab. Je n'ai jamais supporté un autre club. Je ne me suis jamais intéressé à un autre club au Maroc que le Chabab. Et pendant toute la période avant que j'intègre le comité du Chabab, j'ai toujours été là pour régler les problèmes quand il y avait des problèmes. Pour donner un coup de main aussi financier, s'il fallait, pas forcément. Vous savez, non, le financier, je l'ai toujours donné et je continuerai à le donner avant et après. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je faisais partie un peu des sages, si on voulait, quand il y avait des problèmes. Dans tous les clubs, il y a des problèmes parfois. Alors il faut que... Point de personnes, des tensions. Donc j'ai toujours intervenu et ça s'est très bien passé. La dernière fois que j'ai intervenu, il y avait un gros problème dans une assemblée que je suis venu arrêter, j'ai stoppé, on a réglé tout ce problème. Après ça, les gens ils m'ont dit, écoute, au lieu de venir à chaque fois régler les problèmes, il faut mettre la main à la pâte. Et donc, du coup, c'est comme ça que vous avez pris la présidence? Du coup, c'est comme ça que j'ai pris la présidence du club. Président depuis 17-18 mois, c'est ça? On peut dire que c'est pratiquement 2 ans, parce qu'au mois de février, là, ça fera 2 ans. L'assemblée qui nous avait élus était, je crois, début février. Donc ça fait pratiquement 2 ans que vous êtes président. Voilà. La première année, enfin, pas la première année, parce que c'était même pas la moitié d'une saison. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Le mercato était fermé, l'équipe était un peu... pas très soudée, donc on a changé d'entraîneur. On n'a malheureusement pas pu intégrer le national qui venait d'être créé cette année. Donc on a joué l'année dernière en 4e division. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé, où on est monté avec une avance assez confortable. Donc sportivement, ça... Bilan positif? Oui, bilan positif. Mais vous, Hicham Aït Mena, je te rappelle, vous êtes homme d'affaires. Non, au Chabab, je ne dois pas être homme d'affaires. Parce que vous êtes président du club. Parce qu'en étant homme d'affaires dans le foot, c'est un très mauvais business. C'est un très mauvais business. Oui, mais vous êtes en passe de faire signer Rivaldo, éventuellement, ce que je souhaite d'ailleurs, ce que souhaitent tous les Marocains. De toute façon, voilà, de se dire, voilà aussi, vous avez, je pense, un agenda sportif. Qui est très serré. Monté chaque année. Qui est très serré, voilà, c'est ça. Vous êtes à 3e div aujourd'hui, c'est accéder à la 2e division la saison prochaine, et ensuite la première division. Voilà. Bien d'accord. On espère ne pas passer plus qu'une année en 2e division. Ça va être difficile, mais en tout cas, on fera tout. En tout cas, retrouver l'élite et la première division saison 2020-2021. Ouais. C'est ça. C'est ça le tableau. C'est ça le tableau. Et pour ça, vous êtes prêt à mettre les moyens? Je mettrai tout ce que je pourrai pour arriver à ça. Le problème n'est pas de mettre les moyens pour arriver à la première division. Le problème, c'est de trouver les moyens après. C'est-à-dire pérenniser. C'est ça le plus compliqué dans le foot au Maroc. Non, le plus compliqué dans le foot au Maroc, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, franchement, pour vous dire, en dehors de 1 ou 2 clubs qu'on peut dire qu'ils sont très bien gérés, je pense que les autres clubs... C'est le Wydad et le... Non, même pas. Même pas le Wydad. Même pas le Wydad. Le Wydad est mal géré? Non, je n'ai pas dit que le Wydad était mal géré, mais le Wydad aujourd'hui tient avec un président qui est derrière, qui à chaque fois fait ce qu'il faut pour que le Wydad puisse faire face à ses engagements. Mais qu'est-ce que deviendra le Wydad sans ce président? Je ne sais pas, peut-être est-ce qu'il y aura un petit passage à vous êtes en train de gérer, vous, l'après Hicham Aït Mena? C'est ce que j'aimerais faire. Ouais. C'est ça. Mais par contre, voilà, j'aimerais bien que le Chabab demain puisse tourner comme le FUS. Comme le FUS de Rabat. Le FUS de Rabat, pour moi, c'est la seule équipe aujourd'hui qui est gérée de manière professionnelle. Même si les résultats sportifs, là, depuis 1 ou 2 saisons, ne sont pas forcément... C'est ça le problème. Voilà. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on peut bien gérer son business, bien gérer l'entreprise, et ne pas avoir les résultats escomptés sportivement. Mais quand on est comme vous, qu'on injecte aussi de l'argent, c'est qu'on attend un retour sur investissement, non? Sur le Chabab, j'en attends jamais. Non. C'est à fond perdu? On n'en aura jamais. Pas pour. En tout cas, pas sur les 5 prochaines années. Donc vous l'avez déjà intégré dans votre modèle économique. C'est qu'aujourd'hui, j'investis. Mais je crois que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez réuni autour de vous aussi un certain nombre d'investisseurs. J'ai réuni autour de moi un certain nombre d'investisseurs qui n'ont pas encore investi aujourd'hui, qui n'investiront que quand on aura la société qui sera créée. Parce qu'elle a été transformée, vous êtes passé en société. Non, on n'est pas encore passé. Aujourd'hui, au Maroc, il y a un petit malentendu autour des sociétés sportives. Il n'y a pas encore un seul club qui se soit transformé en société.
C'est que des associations. Aujourd'hui, c'est encore que des associations. Il y a certains clubs qui ont eu, on appelle ça le sésame, pour pouvoir se transformer. Ils ont obtenu un agrément qui est délivré par le ministère de l'éducation sportive, de la jeunesse et des sports. Donc, tu sais qu'il y a un RNiste d'ailleurs, chez Talbi Alain. Oui, il est RNiste. Il ne me l'a pas encore donné. Non, mais c'est pour ça, mais juste... J'ai fait ma première demande, j'ai eu mes remarques, je les ai corrigées, j'ai redéposé, et là, je suis en attente. Normalement, on devrait l'obtenir, je pense, dans une dizaine de jours, parce qu'on a rempli toutes les conditions qui sont requises pour pouvoir obtenir cet agrément. Mais le problème, c'est que même en obtenant cet agrément, il reste encore un problème de statut à créer au niveau fédération et ministère, et c'est pas encore prêt. Bon, monsieur le président de la fédération a promis que normalement il allait remédier à tous ces problèmes juridiques d'ici la fin de saison. C'est vrai que parce que ça traîne depuis un certain nombre de temps, quoi. Ben déjà, pour vous dire, l'objectif qui était fixé par le président de la fédération est que tous les clubs de première division démarraient la saison 2018-2019 en société. Résultat, il n'y en a aucune. Mais là, juste sur les pas même la sienne. Oui, pas même la sienne. Pas même la. Oui. C'est pas. L'arsenal juridique n'est pas encore mis en place. Donc, Hicham maintenant, mettre des sous, investir, solidifier, pérenniser un modèle économique pour le Shabab de Mohamedia, avec ou sans Rivaldo. Avec ou sans Rivaldo. Mais c'est mieux avec. De toutes les manières, avec ou sans Rivaldo, j'espère qu'on pourra dire demain. Vous savez, moi j'ai toujours dit que quel que soit le club doit être plus grand que les hommes qui sont dans le club. Vous avez fait cette déclaration d'ailleurs. Je le dis. La ville de Mohamedia est plus grande que Rivaldo. Je ne sais pas s'il va apprécier Rivaldo. S'il n'apprécie pas, je pense qu'il n'aura pas sa place. C'est vrai. Franchement, j'ai toujours dit ça, que maintenant même j'ai eu un problème avec un président d'un autre club qui n'a pas apprécié que je disais que ses supporters étaient d'un niveau supérieur au comité, mais moi je dis toujours que le club, les supporters du club étaient au-dessus de toi. Et ils sont au-dessus de tous les joueurs, de tous les dirigeants. Mais je vous dis, imaginez, est-ce que le Barça n'est pas supérieur à Messi? Ça dépend. Il y en a qui disent que le Barça c'est Messi, mais bon, le Barça c'est Messi pour les gens. Une institution, en tout cas. Je vous dis, le Barça c'est Messi. Mais pour les sociaux, le Barça, c'est d'abord le Barça. Pour vous, le Shabab Mohamedia, restera le Shabab Mohamedia, ce ne sera pas Rivaldo. J'espère que le Shabab Mohamedia. Ce que j'aimerais, c'est que le Shabab puisse survivre à tous les gens qui vont former et composer le Shabab. Que ce soit joueurs, dirigeants ou supporters. Rivaldo, ça coûte cher? Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on peut appeler cher. Voilà, tout est relatif. Tout est relatif. Est-ce qu'il y a beaucoup de zéros? Est-ce qu'il y en a 2, 3, 4, 5, On 6. est en centimes. Ça dépend de la monnaie. On va se mettre disons qu'avec une autre monnaie, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais il y en a moins. Pour vous, là, parce que vous avez la fourchette de toute façon, parce que vous êtes. Oui, on a la fourchette. Non, franchement, je pense qu'il vaut largement ce que. Parce que là, il y a il y a quoi? Il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas de transfert. Il n'y a qu'un salaire. C'est un salaire. Il n'y a qu'un salaire. Un salaire annualisé. Il y a un salaire annualisé avec un programme sur 3 ans, avec des primes d'objectifs, avec des intéressements. Donc, c'est tout. Si je dis que le patron d'une très très grande entreprise, des patrons de très très grandes entreprises chez nous, gagnent plus. Ils sont à peu près à 200 000 dirhams par mois, entre 150 et 200 000 dirhams par mois. C'est 2 millions sur l'année. Non. On est à beaucoup plus. Donc on est beaucoup plus. Mais attention, Garrido, il est à 400 000 dirhams. Benzarti est à plus de 400 000 dirhams. Par mois. Soit 4 millions. Donc déjà, ils sont 4 millions de dirhams l'année. Déjà au Maroc, on a des entraîneurs. Et vous savez, un entraîneur de première division touche en moyenne 200 000 dirhams. C'est-à-dire que Rivaldo, s'il est à 500 000, je suis pas loin de. On va être autour de ces prix-là, quoi, en termes de salaire. Je peux pas vous dire de chiffres, mais disons que 5-6 millions de dirhams sur l'année. C'est à peu près ça. On va pas parler chiffres. Oui, non, mais c'est à peu près juste pour avoir un ordre. Ça risque de porter préjudice aux négociations, mais moi je vous dis, je pense franchement qu'il vaut largement au niveau de rémunération. Maintenant, parce que je rappelle que homme d'affaires, même si vous n'êtes pas homme d'affaires quand vous parlez de foot, puisque vous avez dit que je suis. En fait, j'enlève la casquette d'homme d'affaires quand je suis dans le foot. Parce que je vous explique.
un homme d'affaires va voir quel est le retour sur investissement, il n'y en aura pas dans le foot. Oui, c'est pour ça que je parlais de retour sur investissement, il va un peu le modèle économique. Mais qu'est-ce qu'on va parler en investissement dans le foot ou bien en business dans le foot? Qu'est-ce que vous avez les plus gros contrats de sponsoring au Maroc tournent à 12-13 millions de dirhams pour une équipe. Ouais. Le budget de Shabab Mohamedia, c'est 20 millions de dirhams, c'est ça, 2 millions d'euros? L'année dernière, on a tourné avec un budget de 9 800 000. Cette année, on va dépasser les 20 millions, mais parce qu'il y a une partie en investissement. 20 millions de dirhams. Mais non, il y a une partie en investissement. En sport pur, on va être aux alentours de, je crois, 14 millions. 14 millions de dirhams. Donc d'avoir un Rivaldo à 5-6 millions de dirhams sur l'année, c'est... Non, c'est pour l'année prochaine, on pense à être plus. Parce qu'il faut pas ramener le salaire de Rivaldo par rapport à cette année. Pourquoi ne pas le ramener par rapport à l'année dernière et lui dire qu'il fait carrément le budget du club? Mais en tout cas, si Rivaldo signe, dans 15 jours, il y a l'accord, il y a tout se met en place dans les prochaines semaines, c'est aussi ce parterre d'investisseurs qui vous a rejoint, en tout cas qui vous fait confiance, qui vous a dit Hichem, je suis avec toi. Ils vont devoir mettre au pot, sinon ça va... Déjà, Day One, ils mettent 20 millions de dirhams. D'emblée. Day One. La société sera créée avec un capital minimum de 20 millions de dirhams. Parce lors de l'Assemblée, on a ouvert la possibilité à certains adhérents de rentrer dans la société. Ouais, j'ai vu en achetant les actions, en fait. On a mis des investisseurs, avec 1 million de dirhams minimum par investisseur, et on a ouvert la possibilité aux adhérents, pour ne pas les exclure, de pouvoir souscrire à hauteur de un minimum de 50 000 dirhams par action. Mais par investisseur. En faisant venir Rivaldo aussi, vous attendez un retour aussi sur image, parce qu'il y a le... c'est sûr. Parce que bien d'accord, c'est sûr. Un investisseur, même si vous mettez des sous, il n'y a pas de retour sur investissement, mais en termes d'image... Non, il y aura... Il y a un modèle aussi. Quand on voit déjà tout le buzz que ça a fait, je peux vous dire que oui. Donc, en plus, moi je vous dis, ça sera une chance pour la jeunesse marocaine, parce que il y a plein de jeunes Marocains qui ont des talents, qui peut lui-même demain placer à l'étranger. Je pense qu'on a besoin de plusieurs Rivaldo au Maroc si on veut rehausser le niveau du championnat marocain. Non pas que les formateurs ou les entraîneurs marocains ne soient pas du niveau, mais c'est plutôt ils vont avoir une attention mondiale extérieure qui va venir plus s'intéresser au football marocain. Hichem, maintenant vous êtes prêt à aller loin pour avoir Rivaldo dans la négociation? Aussi loin que me permettront mes moyens. Mais là, vous dites vraiment, vous avez vraiment envie qu'ils viennent. Oui, bien sûr. Ouais. Et je vais vous dire, en dehors de l'argent, ce qui l'a le plus emballé, c'est l'engagement que j'ai pour le club. C'est ce qu'il m'a dit lui-même. Il vous l'a dit lui-même. Maybe l'étape d'après, c'est quoi là aujourd'hui? Vous allez vous revoir dans les 15 jours, ou il y a encore peut-être au téléphone, il y a des choses qui vont se mettre en place? On n'a pas encore fixé la date de notre prochaine réunion, mais je pense que ça sera dans une dizaine de jours, comme je vous ai dit. Donc dans 10 jours, on sera fixé. Et la tendance aujourd'hui, c'est quoi? C'est 80 oui, 20 non, ou c'est 60-40, 70-30? Je dirais un 3/4 oui. 3/4 oui. Il y a 75% de chances, selon Hichem Etmena, selon vous, que Rivaldo signe au Shabab de Mohamedia. Ouais. Tant qu'il n'a pas fermé la porte, c'est toujours bon. Il a déjà la proposition financière, de toute façon. Il a déjà eu la proposition financière. Bon, bien sûr, c'est une proposition financière, donc c'est normal qu'on réclame un peu plus. Donc mais en tout cas, l'idée lui plaît et il continue à adhérer à cette idée. C'est le plus important pour nous. Et vous avez également dit, parce que là, vous êtes coordinateur aussi du RNU, vous avez fait une déclaration en disant attention, moi je défends l'idée, je rejette surtout l'idée de m'appuyer sur cette annonce qui a fait le buzz de Rivaldo au Shabab Mohamedia à des fins politiques et électorales et électoralistes. C'est normal parce qu'il y a des gens qui sont venus dire. J'ai vu ça dans des médias en disant oui, il veut faire un coup parce qu'en fait, un coup politique. J'aurais dit mais attendez, un coup politique, je lui aurais donné une colombe, je lui aurais pas donné un maillot. Le colombe, c'est le sigle du RNI. Bah ouais. Non, franchement, c'est pas sérieux de dire. Et en plus, je vais vous dire, c'est trop tôt pour aller s'exposer en politique et commencer une campagne électorale. 2 ans avant, on va se griller. Et en plus de ça, je vous dis, si on dit qu'on ne va pas se griller, c'est qu'on pense qu'il y aura des élections avant. Les élections anticipées, c'était dans l'air du temps aussi. Donc, non, franchement. Il y a eu, à aucun moment, il y a eu une motivation aucun politique calcul, chez aucun calcul politique. Et je vais vous dire mieux que ça.
je suis contre le fait d'utiliser le foot ou le sport à des fins politiques. D'ailleurs, je vous dis, j'étais dans le foot avant d'être dans la politique, et quand j'ai dû endosser une casquette politique, j'ai ouvert la porte à tous les partis politiques de Mohamedia qui étaient présents à Mohamedia pour rentrer dans le comité, et ils sont rentrés. Ils sont dans le comité du... Alors, ils ne le sont plus aujourd'hui pour des raisons techniques. D'accord. C'est-à-dire le statut? Non, pas de statut, parce que la loi interdisait au club de toucher des subventions des communes où il y aurait des élus dans le comité du club. Donc ils ont tous ils ont tous dû démissionner, mais ils sont tous aujourd'hui adhérents et ils assistent et ils font... En tout cas, vous êtes RNiste coordinateur du RNI. Vous avez choisi le RNI? Oui, bien sûr. Pourquoi vous avez choisi la colombe? C'est l'animal que vous aimez beaucoup? Non, beau, une colombe blanche, c'est beau, non, mais disons que avec le changement qui se faisait à la tête du RNI, et l'arrivée du président Aziz Akhnouch, que je connaissais avant, avec lequel... C'est très proche d'Aziz Akhnouch? Je dirais pas très proche, mais assez proche. C'est quelqu'un que j'appréciais bien avant qu'il soit dans la politique, et que nos parents se connaissaient, donc... moi, j'ai toujours vu le père de Aziz chez nous à la maison, à chaque fois qu'il y avait quelque chose politique. Donc, ça veut dire que vous êtes très proche d'Aziz Akhnouch. Moi, je vous dis, il m'a convaincu en parlant des liens qui liaient nos parents. D'accord. Encore une fois, il a touché l'accord de principe, c'est ça? Voilà, sachant que mon père a toujours été Stirlali. Stirlali. Oui. Ouais, peut-être à l'époque aussi, peut-être tendance à l'époque des années 60-70, l'indépendance. C'était avant l'indépendance, et tous ses amis étaient là. Et le meilleur copain de mon père était Sirlali. D'ailleurs, je vous dis, pour nous, c'est un père dans la politique à Mohamedia. Moulay El-Arabi, c'est le père de tout le monde à Mohamedia. Donc le RNI, c'est parce qu'effectivement, il y a une relation familiale très proche. En tout cas, entre... Non, ça on peut dire que c'est une base, mais je peux vous dire que si j'adhérais pas aux idées du parti, je n'aurais pas intégré. Justement, les idées. Donc c'est bien, un, c'est Aziz Akhnouch, et deux, c'est la ligne politique du parti. La ligne politique du parti. Un parti qui parfois est taxé de parti d'arrivistes, qui s'entoure d'hommes d'affaires, et pas sans assise populaire, sans véritable identité, sans ADN. C'est vrai que parfois c'est le cas, c'est ce qu'on dit, mais vous savez, Aziz Akhnouch aussi, qu'est-ce qu'il se dit? On voit que les communes sont mal gérées, on voit que certains établissements sont mal gérés. Qu'est-ce qu'il se dit? Bon, je vais ramener de bons gestionnaires. Donc il va chercher dans les gens qui partagent ses idées, qui sont assez bons d'après lui pour gérer, pour leur dire, écoutez, le problème c'est que ces gens-là doivent descendre dans la rue, se faire connaître par la base et tout ça, et c'est ce qui se fait. Ça se fait actuellement, parce que je vois qu'il fait beaucoup de sorties, lui, d'ailleurs. Tous les week-ends, encore ce week-end, d'ailleurs, il y a aujourd'hui, hier, on avait un conseil national. J'ai suivi ça. Voilà. Il a tapé sur... Il a tapé sur qui? Un peu sur le PJD, un petit peu, facturation électronique, un petit peu par rapport à ce qui fait l'actualité là. On voit qu'il y a eu une vraie opposition politique et idéologique entre le RNI et le PJD. Moi, je dirais pas qu'il a tapé, il a juste remis les pendules à l'heure. C'est-à-dire que Aziz Akhnouch a toujours dit qu'il est d'accord pour que le parti endosse certaines responsabilités de certains échecs, mais quand il y a un échec, c'est pas le parti tout seul qui est responsable. Et d'ailleurs, en plus, ces échecs-là desquels on est taxé, on n'est même pas responsable. Mais il y a un conseil... C'est ce que dit le PJD. Oui, le PJD dit la facturation électronique, c'est les ministres RNistes de l'économie qui ont... alors moi je vais vous dire, mais il y a un patron de ce gouvernement. Oui, c'est ça l'a dit notre ministre, chef de gouvernement. C'est Aziz. Si c'est Aziz, d'accord, je veux bien. Moi je sais que le patron du gouvernement, que je connais très bien aussi, puisqu'il est élu de chez nous de Mohamedia, c'est M. Saadine Ajmani. Mais moi, en tant que patron, quand je ne suis pas d'accord, je tape sur la table et je dis non, ça ne passe pas. Ou si je ne le fais pas, c'est que je ne suis pas patron. C'est ce et auquel cas, écoutez, je pense que ce n'est pas ma place à faire. Moi, je vous dis, c'est comme ça que ça... Un patron, c'est comme ça que ça... Bon, il est là, il tranche, quand il tranche, et d'ailleurs, je pense que c'est Saadine Ajmani endosse ses responsabilités de tout ce qui se fait dans le gouvernement, du bien et du mauvais. Beaucoup de tensions entre le PJD et le RNI.
Non, il n'y a, très tendu. Il y a pas beaucoup de tension entre le PJD et le RNI. Il y a un problème sur la manière dont on communique autour de ce qui se passe. C'est ça le vrai problème. C'est la communication autour. Ouais, voilà. Bon. Et quand Abdellah Benkiran, qui fait partie du PJD, fait une déclaration en disant Aziz Arnouch est quelqu'un que je connais bien, qui est bien élevé, bien éduqué, voilà, mais qui n'a pas de gabarit politique. Ça, c'est lui qui le dit. Bon. Vous le connaissez aussi, Abdellah Benkiran ? Non, malheureusement, non. C'est vrai, je ne l'ai jamais rencontré. Je pense que j'aurais eu une discussion très intéressante avec lui, mais je pense pas. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a toujours dit que Aziz Arnouch, que lui qualifie toujours de Ould Nas. Ould Nas, bien élevé, bien éduqué, mais qui n'a pas de gabarit politique. Voilà ce que dit Abdellah Benkiran. C'est ce qu'il dit. Bon, maintenant, on verra. Il a dit aussi sur un RNI, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Rachid Talbi Alami, ministre actuel de la Jeunesse et des Sports, Abdellah Benkiran a fait cette déclaration il y a quelques semaines déjà, disant qu'il a qualifié de minable. Est-ce que ça... Pour vous, c'est no comment ou... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, je dis simplement, voilà. Il l'a qualifié de minable. Est-ce que déjà c'est digne d'un homme politique ? Est-ce que c'est digne d'un chef d'État de parler comme ça d'un homme politique, ministre, qui était ministre sous son gouvernement ? Est-ce que... Moi, s'il est minable, je ne le prends pas dans mon gouvernement, déjà. Déjà, s'il est minable, pourquoi je l'ai pris dans mon gouvernement ? C'est-à-dire c'est par rapport à des déclarations qu'aurait tenues Rachid Talbi Alami après le donc ça veut dire que je me suis trompé sur le choix de ce monsieur que je traite de minable. Et moi je vous dis, Rachid Talbi Alami dérange parce que Rachid Talbi Alami est quelqu'un qui est proche de la base, qui connaît la base, et je vous dis qu'il fait un travail énorme avec la base du PJD et du RNI, et ça dérange un peu le PJD, il faut le dire. En tout cas, je vois qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et il faut qu'ils apprennent que s'ils veulent parler, il y a des gens en face qui peuvent répondre. Il y a un principe en physique qui s'appelle action-réaction. Est-ce qu'ils vont trouver aussi à Hicham et maintenant aussi face à eux le PJD s'il y a effectivement moi je m'en suis jamais caché, ils mourront face à eux, mais par contre je suis toujours là pour leur tendre la main s'ils ont un projet qui est bénéfique pour la ville, je serai toujours leur allié. C'est le cas à Mohammedia, parce que je rappelle qu'il y avait qu'il y a eu un maire qui a été retoqué là, en octobre, là. Il y a eu un maire PJDiste mais remplacé par une... mais c'est ça le problème. J'ai eu un gros problème avec eux pour la désignation du nouveau président. En fait, en l'occurrence, c'est une femme. Oui. Mais franchement, c'est pas normal parce que déjà, ils constatent eux-mêmes qu'ils ont échoué. Et ils vous disent, bon, écoutez, on a échoué, mais on va repartir pour un tour et donnez-nous la présidence. D'abord, la présidence, on ne la donne jamais à un parti, mais on la donne à une personne. Moi, je pense que la personne qu'ils ont présentée, d'abord, ce n'était pas une personne qu'ils ont choisie, c'est une personne qu'ils ont présentée par défaut. Il ne faut pas avoir honte de le dire, parce que la personne qui devait normalement être présentée, c'était le second de la liste. Il y avait un problème des élus qui ne s'entendaient pas avec lui. Ils l'ont fait démissionner pour faire passer le troisième. Le troisième n'avait pas les accréditations parce que la démission avait moins de 15 jours. Et on s'est rappelé qu'on avait une femme dans une liste qui n'est pas la liste, qui est juste une liste complémentaire, et on l'a choisi. Bon, c'est pas très sérieux tout ça. Non, ce qui est encore pas très sérieux, c'est que une fois qu'on a passé ces élections, le démissionnaire, on lui a demandé de réintégrer, de revenir sur sa démission. Et après, ils se disent, bon, quand tu as le canon, en tout cas, politiquement, vous êtes engagé, il y a des convictions, il y a de 1. Et maintenant, je crois qu'on va le retrouver sur les rings de boxe politique dans quelques temps. Les gens qui me connaissent savent très bien que je ne fais jamais les choses à moitié, je les fais jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, votre engagement, que ce soit pour le Shabab de Mohammedia, vous en avez parlé tout à l'heure, donc pérennité, mais votre engagement politique au sein du RNI, aux côtés d'Aziz Arnouch, il est aussi s'inscrit sur la durée. Ah oui. Vous n'allez pas lâcher Aziz Arnouch je ne le lâcherai jamais. En plus, vous avez un double objectif sportif, c'est l'accession du Shabab Mohammedia à la première division saison 2020-2021. 2020. Et hasard ou coïncidence, les élections législatives prochaines sont prévues en 2021. Et on voit que, parce que je dis ça, parce qu'on voit que le RNI se met en... législative et communale. Et communale. La même année. Et moi, je vous dis d'abord, d'un point de vue national, c'est vrai que les législatives sont importantes, mais d'un point de vue communal, je ne sais pas si vous avez connu la ville de Mohammedia avant, comme on l'a connue, mais franchement, pour les amoureux de la ville,
ça fait un peu mal au cœur. Et là, je vous dis, ce que j'ai apprécié aussi dans le discours d'Aziz Arnouch, qu'il a répété ne serait-ce qu'hier, il a dit l'échéance électorale arrive communale. Je vous dis, dans vos communes, je vous laisserai libre. Alliez-vous à qui vous voulez. Bon, du moment que vous pensez que c'est bien pour votre ville. Est-ce que j'ai en face de moi le futur maire de Mohamedia? Non. Non. Est-ce que j'ai en face de moi un futur député? Je ne sais pas. Mais en tout cas, futur maire, je peux vous le dire tout de suite, c'est non. Est-ce que j'ai en face de moi un futur secrétaire d'État ou ministre? Non. 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 J'ai en face de moi le futur ex-président du club de Mohamedia, c'est ça en fait? Un jour, peut-être, oui. Mais pas de velléité politique, vous n'avez pas envie de... Non, franchement, non. Je ne le fais pas pour des raisons personnelles, je le fais par conviction. Et je le fais surtout pour ma ville. Vous êtes très attaché à votre ville? Je pense que les gens qui nous connaissent savent que... et mon père, et ensuite moi, on a toujours eu un amour profond pour cette ville. Est-ce que vous êtes convaincu chez Maït Menna que, question peut-être un peu difficile pour vous, en tout cas en termes de réponse, que Aziz Arnouch est l'homme de la situation aujourd'hui, l'homme de la situation politique? Aujourd'hui, faire en sorte pour redonner un nouvel élan je pense que aujourd'hui, je pense que oui, parce qu'il peut redonner confiance. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? On peut et on doit lui faire confiance. Je peux vous dire que malheureusement, on a cassé du sucre sur son dos au niveau populaire, mais franchement... Avec l'histoire du boycott et tout. Mais franchement... vous en reparlez, vous, à l'interne du boycott, là, ce qui a visé Aziz Arnouch et tout ça? Non, ça y est. C'est évacué? Complètement évacué? C'est évacué. Il s'était fait insulter aussi une fois à Tanger, en pleine visite du... Je me rappelle, il y avait... Mais qui ne se fait pas insulter? Oui, non, mais est-ce que tout ça aussi a fait que... Dites-moi le nom d'une personne qui ne se fait pas insulter au Maroc. C'est ce qui est le plus facile. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui veut faire beaucoup de bien pour son pays. Il faudrait qu'on le laisse travailler. C'est pour ça qu'on l'a canardé avec le boycott. C'est parce qu'il est... Il est ce que vous venez de dire. Il dérangeait. C'est pour ça qu'il a été dans les radars. Il dérangeait, mais bon, il est toujours là. Il est aussi, souvent, il est attaqué par le fait qu'il a un pied en politique et un pied dans le monde économique. Est-ce que ça, pour vous, vous avez dit je vous dis, chez Maït Menna, vous avez dit, moi, je ne mélange pas le sport avec la politique. Oui. Est-ce que vous considérez, vous, chez Maït Menna, vous qui êtes homme d'affaires, même si vous n'avez pas des ambitions politiques, que ça peut être contraignant? Je vous dis déjà... Est-ce qu'il est l'objet de critique dans ce sens? Oui, l'objet de critique, mais les gens ne savent pas que Aziz Arnouch a démissionné de tous ses mandats dans toutes ces sociétés. Donc aujourd'hui, il n'a aucun mandat dans aucune de ces sociétés, donc qui ne gère pas. Et il y a une équipe en face qui gère, qui est une équipe qui est là depuis toujours, parce que son associé, c'était l'associé de son père, donc il n'intervient pas, aussi bien que ses associés n'interviennent pas en politique, on ne les voit jamais dans toutes les réunions. Et Aziz Arnouch, on ne peut pas lui reprocher d'aller prendre ses dividendes. Non, surtout quand il y a des classements, très souvent on le voit en tête du... Mais vous savez ce qui serait... Mais vous savez ce qui ferait fortune. Vous savez ce qui ferait beaucoup de bien au Maroc? C'est qu'on ait 100 personnes comme Aziz Arnouch dans le classement de Forbes. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont investir dans leur pays, ça sera des emplois, ils vont tirer le pays. Vous dénoncez, vous, tous ceux qui disent, qui pointent du doigt, en fait, les riches, les fortunés, en fait, qui s'en mettent plein les poches. Mais bien sûr que je dénonce. On a besoin de riches pour investir et pour travailler. Ce qui est mauvais, c'est que si ces riches ne tirent pas l'autre classe vers le haut, alors les riches doivent tirer toutes les classes vers le haut. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais on a besoin de gens. Qui va venir investir s'il n'y a pas des Aziz Arnouch, des Asman Jloun, des Moulay Hafid, des chez Maït Menna? Alors, moi, aujourd'hui, je suis sur un autre créneau. Tout le monde vous connaît. Alors, quand on dit chez Maït Menna, oui, Maït Menna, je connais. Mais je dis, vous connaissez personnellement? Ben non, je ne connais pas personnellement. Par contre, on connaît. Vous êtes très discret. Disons que... Alors, je ne sais pas si c'est pas votre nature. C'est difficile d'être discret quand on est dans une équipe de foot et quand on fait partie d'un parti politique, mais bon. Oui, mais là, parce qu'on commence à vraiment entendre parler de vous, là. Mais autrement, vous êtes relativement discret, vous êtes dans le business, vous êtes un opérateur économique, homme d'affaires, vous gérez plein de choses, vous employez beaucoup de monde.
Non, j'emploie pas beaucoup de monde, mais disons que j'aide à ce qu'on emploie beaucoup de monde. Donc directement ou indirectement, en tout cas vous contribuez. Directement, aujourd'hui, nous avons développé une foncière qui investit dans tout ce qui est locatif pour des usines, pour des enseignes, pour de l'hôtellerie, pour des services. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, dans tous ces investissements qu'on a fait ces 3 dernières années, eh ben, nous avons eu à peu près plus de 10 000 emplois créés dans ces sites. Sur les sites, là. Sur les sites que nous avons construits ces 4 dernières années. Mais vous êtes un businessman patriote, parce que vous avez vu vous le souverain appelé au patriotisme économique. Je suis patriote. Mais là, est-ce que là, aujourd'hui, par rapport à la conjoncture, vous en parlez, il y en a qui parlent de morosité, une espèce de verrou psychologique qui peut faire sauter. Il y a un gros problème. Contexte très particulier. Vous savez, je vous dis, c'est un problème marocain, où on n'est jamais content, où on n'est jamais satisfait. C'est vrai que les temps sont difficiles, c'est vrai que les délais de paiement deviennent de plus en plus longs, mais franchement, il faudrait qu'on se compare à d'autres pays. Un opérateur au Maroc, s'il gagne 8% ou 10%, de marge, il n'est pas content. Mais un opérateur, quand vous voyez les grands groupes en Europe et tout ça, quand ils sortent avec 3% de résultats, ils sont très contents. 4%, ils ont une médaille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on remette les pieds sur terre? Ben oui. C'est ça en fait. On a je veux dire, l'estomac plus gros que l'appétit plus gros que le ventre. Non, ça, mais en fait, je sais pas qu'est-ce parce qu'on est en plein changement de modèle aussi et de paradigme. Donc, est-ce qu'il faut s'habituer aussi à c'est fini les marges à 2, 3, ah non, les les marges à 20-30% et tout ça c'est fini. Ça y est, c'est fini tout ça. Mais est-ce que l'investisseur marocain, parce que vous le connaissez très bien, vous êtes homme d'affaires, est-ce qu'il est prêt lui à investir si effectivement pour avoir des taux de rentabilité de 6-7 par exemple? De toute manière. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il peut sortir ses sous, il peut ne pas investir. Et alors s'il sort ses sous, c'est pour prendre combien? Ah, voilà, c'est sûr, je vais les convertir. Parce qu'il y en a pris. Allez, disons qu'il obtienne même les autorisations pour les sortir. Oui, mais sûr, je parlais dans en dehors d'aller en Afrique où il aura une meilleure marge, il n'aura pas une meilleure marge ailleurs. Donc, vous discutez de ça aussi entre vous, parce que je suis pas. Bien sûr. Passez votre temps avec beaucoup d'hommes d'affaires aussi aujourd'hui. Bien sûr, on discute, bien sûr. Ouais. Maintenant, vous savez, les hommes d'affaires, ce qui les dérange vraiment, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des règles du jeu qui soient claires et qu'on ne change pas des règles du jeu comme on veut. Voilà. Il y a des règles fiscales. C'est quoi? C'est en termes de fiscalité ou en termes de priorité sectorielle? En termes de fiscalité, en termes de relations avec l'administration, en termes. Vous savez, c'est le point le plus important pour un investisseur. Vous, s'il y avait une administration qui était au service de l'investisseur, est-ce qu'Hicham Aïtmena, par exemple, parce que vous êtes en face de moi, est-ce que vous investiriez beaucoup plus? J'ai eu affaire à l'administration à plusieurs reprises, j'ai eu affaire aux bons et j'ai eu affaire aux mauvais. Et je peux vous dire que quand ils sont bons, ils sont vraiment bons. Et quand ils sont mauvais, ils sont vraiment mauvais. Il n'y a pas l'entre-deux, en fait. Il n'y a pas l'entre-deux. Vous n'avez pas croisé l'entre-deux. Non, j'ai pas croisé l'entre-deux, mais franchement, ce qui fait plaisir, c'est que ça change. On a de plus en plus de gens qui font des efforts dans l'administration. On a aujourd'hui des gouverneurs qui sont à l'écoute des investisseurs. Franchement, je vous dis... L'économie gagne de plus en plus de place dans l'esprit des fonctionnaires et de l'administration. Il faut laisser le temps à ce que ça se mette en place et que ça... Vous qui êtes dans le business, juste sur la facturation électronique, parce que vous partiez après des positions là-dessus, c'est aussi ce qui est l'actualité. Est-ce que vous, Hicham Aïtmena, vous avez un avis là-dessus? Oui, moi je pense que c'est normal. Qu'est-ce qui est normal que les... Non, c'est normal qu'il y ait une facturation... Non, c'est normal qu'il y ait une facturation électronique. Maintenant, c'est pas normal de dire on ne veut pas payer d'impôts non plus. Parce que vous en payez, vous, des impôts, Hicham? Tout le monde en paye. Et je peux vous dire que même quand j'en paye pas, j'ai des redressements, donc il n'y a pas de problème. Ça vous est déjà arrivé? Ah oui, pas plus tard que l'année dernière et l'année d'avant. C'est marrant, vous dites ça avec le sourire de manière très détendue. J'ai été contrôlé, j'ai eu un redressement fiscal, mais... Franchement, j'ai eu un redressement fiscal il y a 2 ans qui m'a fait mal dans ma trésorerie, mais qui était logique parce que en réalité, j'ai pas été redressé sur l'IS, j'ai été redressé uniquement sur
des charges qu'on m'a demandé de justifier. Non, pas de justifier, non, juste d'étaler sur le temps, d'amortir sur la durée et non pas de les amortir sur une année. Donc d'ailleurs, c'était plus un crédit d'impôt qu'un redressement. Parce que ce que j'ai payé l'année dernière, je ne vais pas le payer l'année d'après. Non, mais moi je vous dis, c'est vrai qu'il y a quelques petites lacunes. Parce que même des commerçants, même des épiciers que je connais, avec qui je discute, on les a laissés pendant 30 ans être au forfait. Et bon, donc ces gens n'ont aucune notion de comptabilité, ils ne savent pas gérer tout ça. Donc, bon. Mais d'un autre côté, est-ce que vous savez que le montant du forfait n'a pas changé en 20 ans au Maroc ? Quand quelqu'un payait l'IS au forfait, il était soumis au régime du forfait, et que c'était 1 million de dirhams il y a 20 ans, mais le million de dirhams d'il y a 20 ans, c'est pas le million de dirhams Mais alors pourquoi est-ce que le million n'a pas évolué ? C'est ça le problème. Ouais, mais là, c'est encore plus compliqué maintenant, parce que le gouvernement a fait marche arrière sur. Oui, mais justement, justement, revaloriser en fait ce mais au lieu de faire marche arrière, fait, on aurait fait plusieurs étapes en disant bon, écoutez, on va mettre en place déjà un plafond qui est supérieur au million de dirhams, on va aller peut-être à 2, peut-être à 3, et on va se donner 4 ans ou 5 ans pour carrément le supprimer, parce qu'un jour ou l'autre, il faut le supprimer, ce forfait. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent que ce forfait n'a pas de sens non plus. Mais disons, on va le mettre en place pendant... Parce que ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne l'ait pas fait évoluer pendant 20 ans. Et d'un autre côté, je ne pense pas que le Marocain... on dit que le Marocain est un mauvais payeur d'impôts et tout ça. Mais d'un autre côté, le Marocain qui paye des impôts, excusez-moi, c'est très dur, mais se fait un peu escroquer. Est-ce qu'il a le service en face ? Il a des routes. Il a les routes, d'accord. Le plus important, c'est les routes, ou déjà pouvoir mettre vos enfants dans un système éducatif compétent. Vos enfants, ils vont à l'école publique ? Vous ? Non. Pourquoi ? Parce que vous payez vos impôts, en plus en tant que salarié, vous n'échappez pas à un dirham d'impôt. Oui, mais moi je paye mes impôts pour qu'il y ait des routes qui se font dans le monde rural, ou qui ça permet de financer les écoles. D'abord le plus important, c'est vos enfants. Ouais. Pourquoi vous ne les mettez pas à l'école publique ? Les enfants, et puis vivent dans un environnement... Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que vous payez des impôts et qu'en plus de ça, vous êtes obligé d'aller prendre 30 ou 40% de votre salaire si on suit votre pour raisonnement, donner à vos enfants une chance de réussir demain. Oui, mais et si vos enfants tombent malades, comment vous faites ? Vous les emmenez où ? À l'hôpital public ? Est-ce que vous les emmenez à l'hôpital public ? Non, mais est-ce que vous les emmenez à l'hôpital public ? Non, mais parce que moi, je reste sur le raisonnement. Si on reste sur ce raisonnement, donc quelque part, maintenant, dit aussi à ceux et ceux qui ne veulent pas payer l'impôt. Non, je ne dis pas à ceux qui ne veulent pas payer. Effectivement, quand on paye l'impôt, c'est pas avoir un retour sur... C'est pas un investissement avec un retour sur investissement. Non, ils doivent les payer. Oui. Mais en face, les gens qui récoltent l'impôt doivent savoir qu'ils doivent rendre un service. Mais ils le redistribuent, cet impôt. Quand on finance des routes dans le sud du pays ou dans le nord ou sur les coteaux de l'Atlas ou autre, ça veut dire que c'est de l'argent public. On est bien d'accord. Je ne vais pas, moi, payer mes impôts et d'avoir nécessairement le fait, la possibilité de mettre mes enfants dans une école là, à proximité publique. C'est aussi, c'est un impôt, c'est la solidarité avant tout. Mais bien sûr, on finance la solidarité, les politiques sociales sur l'ensemble du pays, D'abord, il y a certaines priorités. Pour moi, le plus important pour un père de famille, c'est ses enfants. Vous savez combien de gens ont émigré uniquement pour pouvoir donner une chance à leurs enfants, en pensant que... Une chance par l'école et par le savoir. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est difficile pour les gens d'inscrire leurs enfants aujourd'hui dans une école privée ? Quand vous dites ça, est-ce que vous considérez... Je vais vous poser aussi une question, celle que j'avais posée à Nizar Baraka aussi. Est-ce que vous considérez que le RNI aussi a une responsabilité morale et politique dans la dégradation du système éducatif ? Parce que si effectivement... Alors Dieu merci, je n'ai pas de souvenir qu'on ait déjà géré ces ministères. Vous n'avez pas forcément géré ce ministère-là, mais en tout cas, vous avez participé à des gouvernements successifs où il y avait, où on a pu constater aussi la dégradation de l'école. Oui, parce que c'est bien de faire un constat, mais c'est mieux de prendre ses responsabilités. Je pense que déjà, puisque vous avez... J'ai pas entendu écouter la réponse de Nizar sur ce sujet, mais je pense qu'elle doit être très intéressante. Ouais. Parce qu'une bonne partie de... Il a dit qu'elle n'est pas entière, la responsabilité de l'Istiklal n'est pas entière.
Elle n'est pas entière. Elle n'est pas entière. Elle est en partie. Elle est co-responsable. Ils sont responsables. Est-ce que le RNI, Hicham Etmena, a une co-responsabilité politique et morale sur la dégradation du système éducatif? Non, je pense pas. Franchement, non. Parce qu'effectivement, si on avait un vrai système éducatif public, la question du financement par l'impôt de l'école ne se poserait pas. Il ne se poserait pas. Donc ça veut dire que quand on est politique aussi, il ne faut pas faillir à ses responsabilités et les assumer. Bah, on les assume. On les assume. Mais moi, je vous dis, le gros problème du Maroc, c'est l'éducation. C'est d'offrir un système éducatif à sa population. C'est d'offrir une couverture médicale et sociale pour sa population. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez de l'argent, vous pouvez vivre. Vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas. En gros, en résumé, c'est ça. Hein. C'est pour ça que la question de l'impôt est centrale. Et celui qui est né dans un foyer ou à revenu modeste, il n'a aucune chance. Mais qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Vous savez, si un gosse n'a aucune chance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se révolter. Ben, s'il n'y a pas d'espoir, c'est le désespoir. Mais là, c'est pour ça que il faut donner un espoir à la population marocaine. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, je vous la repose. Et moi, je peux vous assurer que c'est pour ça que je vous ai dit on a besoin d'un gars comme Aziz, parce qu'Aziz peut donner de l'espoir. Vous en êtes convaincu? Et si j'étais pas convaincu, je ne serais pas derrière. Je ne resterai pas un jour de plus. Vous le voyez régulièrement, vous posez avec lui, vous travaillez avec lui, vous réfléchissez avec lui. Le régulièrement, non, parce qu'il est il est sollicité aussi bien au niveau gouvernement, au niveau parti. Mais à chaque fois qu'on a l'occasion de se voir, on discute d'un peu des problèmes du pays, de certains secteurs, de la politique, de tout. On n'a pas encore discuté de sport. De sport, c'est vrai? Il vous a pas dit pour Rivaldo? Hein? Moi, vous l'avez pas dit? Non, franchement, non. Non, franchement, je l'ai vu hier, il m'a pas posé la question sur Rivaldo. Mais et même auparavant, il vous l'avait pas posé non plus? Non. Parce que ça peut être un bon coup en plus. Hicham Etmena qui transfère, qui fait venir Rivaldo. Non, Rachid m'en a parlé, mais pas. J'ai tapé la l'ami. Ouais. Bah oui, c'est normal. Bon, en tout cas, on retiendra que pour Rivaldo, il y a 75% de chances que. Et je peux vous assurer que je ferai encore tout ce que je pourrai pour le faire ramener. Rivaldo. Et moi, je vous dis, ce que j'encourage, c'est j'encourage d'autres clubs à ramener d'autres Rivaldo. C'est le message que vous voulez faire passer? Ouais. Ça fera grandir le sport chez nous. Bah, si on veut agrandir le sport chez nous, on est obligé de faire ça. On est obligé aussi c'est malheureux, mais vous voyez aujourd'hui l'Académie Mohamed VI. Les jeunes qui sont formés à l'Académie Mohamed VI vont à l'étranger. Bah, c'est comme les bons ingénieurs, les bons informaticiens, mais alors les bons pure players. Alors, excusez-moi. Ouais. Comment on va relever le niveau si on prend les meilleurs éléments et qu'on les envoie à l'étranger? Vous savez, quand vous Alors vous prenez ceux qui ont bien étudié, ils vont à l'étranger. Ceux qui jouent bien au sport, ils vont à l'étranger. Ceux qui ont gagné de l'argent, ils vont l'investir à l'étranger. Alors qu'est-ce qu'on va garder au Maroc? C'est pour ça qu'on a besoin du politique. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, c'est comme dans une classe où vous prenez une classe où vous mettez que les bons élèves et une classe que les mauvais. Et bien à la fin de l'année, on a le résultat que... C'est pour ça que le politique est attendu, et c'est le politique à prendre les responsabilités, parce qu'arriver à créer aussi une société homogène, avoir un modèle économique aussi, et un modèle fiscal qui soit beaucoup plus large, c'est-à-dire collecter beaucoup plus d'impôts pour financer plus de politique sociale, bien sûr, c'est l'enjeu. Donc c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire confiance à Aziz Al-Khanouch? Parce que c'est ce défi-là qu'il faudra relever. C'est pas la facturation électronique, c'est un aspect. Je veux dire oui, mais je vous dis, vous me posez la question, c'est pas... Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire passer le message à la population. Ça, c'est notre rôle à nous. Vous êtes le relais. Voilà, c'est ça ce qu'on doit faire. Et vous vous attachez à ça, vous, chez Maïtmena? Matin, midi et soir? Matin, midi et soir, non. Mais j'accorde le temps qu'il faut et je pense pouvoir y accorder plus de temps parce que je veux me détacher un peu plus de mon business. Pour vous consacrer à la politique? Au sport d'abord. Au sport et à la politique en même temps. Au sport dans un premier temps et à la politique dans un second temps, c'est ça? Tout à fait. Et merci en tout cas d'avoir pris de votre temps. Merci. Hicham Etmena, merci à vous. Pour avoir assisté et pour être venu en débat dans l'Info à Face. Merci. Merci à vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter pour fêter avec nous la montée. En deuxième division du Shabab de Mohamedia et peut-être la venue aussi de Rivaldo. Bah, je pensais surtout à ça. Ouais, non, donc on va vous talonner, je vais pas vous lâcher d'ici la Saint-Valentin. Et puis d'ailleurs il ferait un beau cadeau d'anniversaire. Ouais, je crois que je vais lui dire que c'est mon anniversaire. Ouais, c'est le 12 février. Voilà, je vais lui dire est-ce qu'il peut pas participer
au cadeau d'anniversaire. Voilà, en tout cas, merci une fois de plus. Hicham Etena, homme d'affaires, président du club de foot du Shabab Mohammedia et coordinateur régional du RNI, le Rassemblement national des indépendants. Merci. Merci à vous et belle journée. Merci.